Tu n'es pas notre priorité en ce moment. Profite de ton dîner. Tu as utilisé mon argent pour financer la fête sans moi. Tu as utilisé mon argent pour financer la fête sans moi. Dis-leur que j'ai arrêté de payer pour être ignorée. Tu regretteras ça une fois que tu seras seule. J'ai déjà été seule. Cette fois, c'est par choix. Bonjour, je m'appelle Elan. Le jour de mon 33e anniversaire, j'étais assise seule à une table dressée pour 6 personnes. Je portais des talons que je détestais, j'ai versé le vin qu'ils ne sont jamais venus partager, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Le message de ma mère disait « Tu n'es pas notre priorité en ce moment ». Ils n'avaient pas oublié, ils avaient fait d'autres projets sans moi, utilisant l'argent que je leur avais donné. Ils ont ignoré mon dîner pour organiser une fête pour mon frère. Comment se remet-on de quelque chose comme ça? Ou peut-être que la meilleure question est, pourquoi voudrait-on s'en remettre? J'étais arrivé 15 minutes en avance, juste au moment où le soleil plongeait derrière la ligne d'horizon de Denver, projetant de longues ombres ambrées sur le trottoir. Il y avait une légère fraîcheur dans l'air, juste assez pour que je sois contente d'avoir choisi la robe à manches longues. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était intentionnelle, le genre de tenue que l'on porte quand on veut que les gens sachent qu'on a fait un effort. L'hôtesse a jeté un coup d'œil à sa liste et a souri, groupe de 6. J'ai hoché la tête, lissant la serviette dans ma main. Oui, Hélène, j'ai fait la réservation la semaine dernière. Elle m'a conduite à une table près de la fenêtre avant, 6 places, des couverts propres et élégants, une petite bougie votive vacillant au milieu. Je me suis assise au bout, face à l'entrée. Le serveur s'est approché. Souhaitez-vous attendre pour commander où? Ils sont juste un peu en retard, les jeux interrompus trop rapidement. J'attendrai. Il a hoché la tête poliment et s'est éloigné. J'ai vérifié mon téléphone. 18h47, rien. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Zinneya était toujours élégamment en retard, Curtis avait probablement encore perdu la notion du temps, et maman, eh bien, elle arrivait rarement en avance à quoi que ce soit, sauf si c'était l'événement de quelqu'un d'autre. J'ai légèrement ajusté ma fourchette, puis encore, un tic nerveux. J'avais choisi cet endroit pour une raison, calme, familier, pas trop cher, pas trop décontracté. Un endroit qui disait, tu comptes assez pour que je planifie ça. J'ai parcouru mon téléphone pour me distraire, faisant semblant d'être occupé. Un email du travail, une promotion dans un magasin où je n'allais plus. Puis l'écran s'est rallumé. Cette fois, un texto de maman. Je l'ai déverrouillé immédiatement. Tu n'es pas notre priorité en ce moment. Profite de ton dîner. C'était tout. Pas de joyeux anniversaire, pas d'explication, juste ces 13 mots enveloppés dans un ton qui semblait répété. Je l'ai regardé, relu 2 fois, puis encore. Ce n'était pas de l'oubli, c'était délibéré. Le serveur est revenu avec un paquet emballé. Quelqu'un a déposé ça plus tôt aujourd'hui pour vous, a-t-il dit. C'est de votre famille. Je l'ai remercié, réussissant le genre de sourire que l'on fait aux inconnus quand on ne veut pas qu'ils posent de questions. L'emballage était soigné, le genre sur lequel Zinneya insistait toujours, minimaliste, hors mat, sans ruban. Je l'ai déballé lentement. À l'intérieur, une écharpe, en soie bleu pâle. Je l'ai tenue en l'air et j'ai senti un pincement au cœur. J'avais acheté cette écharpe exacte pour maman à Noël dernier. Je me souvenais de la marque, des coutures, même du petit accroc près du bord où elle l'avait accroché à sa bague. J'ai regardé la carte glisser sous le papier de soie. Joyeux anniversaire de nous tous. Mais sous ce message, à peine visible, se trouvait ma propre écriture, celle que j'avais écrite l'année dernière, je t'aime toujours, maman. Il n'avait même pas pris la peine d'utiliser une nouvelle carte, réécrivant simplement par-dessus l'original, comme si la mémoire pouvait être réécrite de la même manière. J'ai replacé l'écharpe dans la boîte. Mes mains étaient stables, mais pas ma respiration. Un couple à la table voisine chantait doucement, une sorte de célébration d'anniversaire. Des verres tintaient, des rires fusaient du fond, près du bar. Le monde continuait de tourner. J'ai levé mon verre de vin et j'ai bu une gorgée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Il n'y a pas eu de panique, pas de drame, juste un poids s'installant en moi comme du béton. Le truc, quand on est exclu suffisamment de fois, c'est que ça finit par ne plus être choquant. Je me souvenais d'anniversaires où ma présence semblait facultative, d'autres où Zinneya avait fait un discours et oublié de me mentionner, ou où j'avais fini par prendre des photos au lieu d'y figurer. Celui-ci était différent, cependant.
Celui-ci était le mien, et ils avaient choisi de ne pas venir. Je suis resté assise un moment de plus, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Puis j'ai sorti un post-it de mon sac à main. Je l'avais apporté pour noter une liste de courses, peut-être. Je l'ai utilisé pour autre chose. 5 mots, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé un billet de vin sous mon assiette, plus qu'assez pour le vin, et je suis sorti discrètement. Je n'ai pas dit au revoir au serveur. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Sur la table, à côté du pain intact et du cadeau recyclé, se trouvait le mot « merci ». Plus de place. Le temps que j'arrive à mon appartement, Denver s'était calmé. Le ciel à l'extérieur de ma fenêtre s'accrochait au dernier morceau de bleu avant de devenir complètement noir. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir, enlevé mes chaussures et jeté le post-it que j'avais laissé au restaurant à côté du bol de fruits que je ne remplissais jamais. L'appartement sentait encore légèrement la laque et l'anticipation. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. La lueur de la ville suffisait à naviguer autour de ma propre déception. J'ai versé un verre d'eau que je ne finirais pas et je me suis assise au bord du canapé, comme si j'attendais encore que quelqu'un me rejoigne. Mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré un instant, espérant à moitié que ce n'était qu'un autre rappel de calendrier. Mais quelque chose en moi me démangeait. C'était une notification d'Instagram. Zineya avait posté une nouvelle photo. Mon pouce a survolé l'écran. Je n'aurais pas dû cliquer, mais je l'ai fait. L'image s'est chargée lentement. Puis ça m'a frappé comme un coup de poing dans la gorge. Ils étaient là. Velma, Zineya, Curtis, même l'oncle Ray qui n'avait été invité à rien depuis qu'il s'était fait prendre à mentir sur le testament de papa. Ils se tenaient devant le restaurant Marina à Boulder, souriant, rayonnant, tenant des verres de champagne. Curtis se tenait au premier plan, les bras tendus comme un héros local. Dans sa main droite, un porte-clés avec un emblème de moto. La légende, célébration du rêveur, il l'a enfin fait. Mon estomac s'est noué. J'ai zoomé. Velma portait la même écharpe qu'il m'avait offerte en cadeau quelques heures plus tôt. Au poignet de Curtis, une nouvelle montre, élégante, chère, familière. J'ai cligné des yeux 2 fois. C'était le même modèle qu'il m'avait envoyé en texto 2 mois auparavant, me demandant si je pensais que c'était trop. Je lui avais dit de ne pas l'acheter. Il avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre de toute façon. Et pourtant, elle était là. J'ai posé le téléphone une seconde. J'ai juste regardé le reflet de mon visage sur l'écran noir. Puis je l'ai repris et j'ai ouvert mon application bancaire. C'était là. Mardi dernier, $1500 virés sur le compte de Curtis. Il avait dit que c'était pour le loyer. Il avait pleuré. Il menace de me mettre à la porte, Elan. J'ai peur. Il n'avait pas peur. Il faisait du shopping. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main et tomber sur le canapé. Ma poitrine n'était pas serrée, mes yeux ne brûlaient pas. Je me sentais immobile, comme quelqu'un qui était sorti de son propre corps et regardait la scène depuis le plafond. Ils ne m'avaient pas seulement laissé hors de la liste des invités. Ils avaient utilisé mon argent pour financer la fête. Ils avaient levé un verre à mon absence et l'avaient payé avec ma gentillesse. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la table. Mon ordinateur portable était déjà ouvert depuis plus tôt ce matin-là, quand j'avais essayé de réserver une table pour le dîner avec suffisamment de place pour des gens qui n'avaient même pas pris la peine de répondre. J'ai cliqué sur mon dossier financier et j'ai créé un nouveau document. Soutien non réciproque. Ligne par ligne, j'ai commencé à ajouter ce dont je me souvenais. Soulagement du prêt auto, $2800. Paiement relais de l'hypothèque, $5200. Urgence dentaire pour le fils de Zineya, $600. Célébration de la moto financée à mon insu, $1200. Pas de reçu, pas de remerciement, pas d'invitation. J'ai copié la photo du message de Zineya et je l'ai collé à côté de la dernière ligne. Puis j'ai ouvert un autre onglet et j'ai cherché l'expression amnésie familiale sélective, juste pour voir si quelqu'un d'autre l'avait mieux défini que moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal transféré de Velma. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai laissé la notification sur l'écran pendant que je regardais par la fenêtre le lent défilé des phares au loin. Quelque part, un couple célébrait probablement un anniversaire. Quelque part, quelqu'un serrait un enfant dans ses bras après une longue semaine. Quelque part, des gens se choisissaient. Et les miens avaient choisi ça.
C'est ce qu'ils ont choisi, ai-je murmuré au silence. Qu'ils vivent avec. Le lendemain matin est arrivé tranquillement, comme si le monde lui-même essayait de ne pas s'immiscer. Je me suis réveillé, non pas à cause d'un réveil, mais parce que les stores n'avaient pas été complètement fermés la nuit précédente. Une lumière pâle se déversait sur le tapis, froide et peu engageante. Mon appartement, toujours bien rangé après des heures à essayer de ne rien ressentir, ressemblait à s'il avait été préparé pour un invité qui n'était jamais arrivé. Je n'ai pas attrapé mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé le coin de la pièce où ma valise était appuyée contre le mur, toujours pleine de ce week-end que j'avais annulé pour aider Velma à réparer une fuite. Elle avait dit qu'elle avait d'abord essayé d'appeler Curtis, mais tu sais comment sont les garçons. Je me souvenais avoir manqué un week-end avec des gens qui voulaient vraiment de moi, et je me souvenais avoir dit, ce n'est pas grave, maman, je viendrai. Ce n'était jamais grave. Je ne savais juste pas comment le dire à voix haute. À la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le tableur que j'avais commencé la nuit précédente. J'ai créé un nouvel onglet et j'ai tapé le titre « Découvertes émotionnelles ». Puis j'ai commencé à lister, non seulement les virements et les chèques, mais les moments où j'avais retiré quelque chose de moi-même pour le déposer chez quelqu'un d'autre. Voyage au Nouveau-Mexique annulé, la voiture de Curtis en panne. Traiteur de Thanksgiving, pas de remboursement, jamais reconnu. Décoration de la baby shower de Zineya, demande de dernière minute, remerciée seulement sur Facebook. Facture dentaire d'urgence de Velma, elle avait affirmé qu'elle me rembourserait, jamais fait. Pas de larmes, juste des faits. C'était la différence entre la tristesse et la clarté. La tristesse vous laissait recroqueviller. La clarté vous redressait et demandait des preuves détaillées. Mon esprit vagabondait. Il y avait le mariage de Zineya. J'étais assise au fond, à côté du stagiaire traiteur et de l'ex-petit ami de quelqu'un. Quand ils ont levé leur verre pour le toast, Zineya a dit « à ma famille incroyable », puis a oublié mon nom, m'appelant Elan avec un violon, comme si j'étais un invité de dernière minute. Et le dîner de réveillon de Noël où Velma m'avait demandé de juste aider à la cuisine très vite pendant que tout le monde posait pour des photos près du sapin. Je suis sorti 20 minutes plus tard avec un plateau de légumes rôtis et j'ai entendu l'oncle Ray demander « Oh, tu étais là ». J'étais toujours là, juste jamais compté comme étant là. La différence était subtile, mais nette. Mon téléphone a finalement vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un message de Mara. « Salut, je voulais juste te prévenir. Ma tante a croisé ta mère hier. Elle a dit que Velma racontait aux gens que tu exagérais les choses, que tu faisais du drame. Elle a dit que tu avais toujours été un peu trop au point. » J'ai posé le téléphone lentement. Alors c'était ça l'histoire maintenant. Non seulement effacée, mais réécrite. Mon silence n'était pas seulement ignoré, il était utilisé. J'ai pensé à chaque réunion de famille à laquelle j'étais venu par culpabilité, à chaque fête d'anniversaire où j'avais pris les photos au lieu d'y figurer, à chaque cadeau que j'avais envoyé quand personne ne se souvenait du mien. Et j'ai pensé à la photo que j'avais vue quelques heures plus tôt, de célébrant Curtis, financée par ma générosité aveugle. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé une photo d'il y a 2 ans. Dîner de fête. Tout le monde souriait. Velma tenait un verre de vin. Zineya portait une robe en satin rouge. Curtis avait déjà renversé de la sauce sur sa chemise. Je n'étais pas sur la photo parce que c'est moi qui l'avais prise. J'ai tenu le téléphone dans ma main pendant longtemps, regardant l'image comme si elle allait enfin me laisser entrer. Ce n'est pas arrivé. Je n'étais jamais sur la photo, ai-je murmuré à la pièce vide, parce que c'est moi qui la cadrais. Lundi est arrivé, portant un ciel gris et le genre de brise qui donne l'impression que quelque chose est sur le point de changer, même si personne ne le dit à voix haute. J'ai préparé du café, plus par habitude que par besoin. Le silence dans mon appartement était moins un réconfort ce matin-là et plus comme un défi. Après avoir répondu à quelques emails de travail obligatoires, j'ai ouvert le navigateur et je me suis connecté au compte hypothécaire que Velma et moi partagions depuis le décès de papa. Je ne m'attendais à rien de spectaculaire, j'avais juste besoin de vérifier que le dernier paiement que j'avais effectué était bien passé. C'est comme ça que ça commençait toujours, avec quelque chose de petit. Mais ensuite, en parcourant les détails du compte, j'ai remarqué un document inconnu joint au profil de la propriété. C'était un accord de propriété révisé. Mon nom figurait sur l'acte original depuis 3 ans. Maintenant, il avait disparu. J'ai cliqué sur le bouton de téléchargement et j'ai ouvert le PDF.
C'était là. Déposé il y a seulement 4 semaines. Mon nom avait été retiré. Le nouveau document listait Velma et Curtis comme copropriétaires. Pas de ligne de signature pour moi, pas de demande de consentement, juste une gomme propre et silencieuse. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le bureau du greffier du comté. Après 5 minutes de musique d'attente et de transfert, j'ai été mise en relation avec une femme à la voix calme et au ton fatigué. Oui, madame, a-t-elle dit après que je lui ai donné le numéro de dossier. Cette révision a été soumise en personne. Les documents ont été traités et notariés. J'ai essayé de garder ma voix stable. Y avait-il une signature de ma part dans le dossier? Laissez-moi vérifier. La pause à son bout du fil s'est étirée si longtemps que j'ai failli raccrocher moi-même. Puis elle est revenue. Il y a une signature, oui. Il est écrit Élan Monsieur Jennings. Ça a l'air soigné. Mais pas de pièce d'identité jointe, pas de confirmation, juste la page de signature. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit sèchement. Ce n'est pas la mienne. Eh bien, a-t-elle répondu, sa voix portant maintenant une pointe de tension, je vous recommanderais de contacter un avocat spécialisé en droit immobilier si vous pensez qu'il y a eu fraude. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Fraude. La main de ma propre mère, probablement, sur le stylo, traçant une ligne à travers ma place dans la famille, encore une fois. Seulement, cette fois, légalement. J'ai minimisé la fenêtre et j'ai essayé de calmer ma respiration. Mes yeux ont attrapé le coin d'un dossier sur mon bureau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie du dépliant de l'événement de l'année dernière pour la collecte de fonds de la communauté des seniors, celle que j'avais financée anonymement lorsque la ville avait coupé leur budget en milieu d'année. Velma s'était présentée à l'événement en perles et tailleur pastel et avait prononcé un discours qui avait laissé 2 membres du conseil en larmes. Elle avait accepté la plaque au nom de la famille. Le bulletin d'information du mois suivant l'appelait le cœur battant de l'héritage de la famille Jennings. Mon nom n'était imprimé nulle part, même pas en petit caractère. J'ai fait glisser l'acte révisé dans le dossier et je l'ai renommé, pas oublié, juste ignoré. Puis j'ai pris des captures d'écran de l'article du bulletin d'information et de la photo de l'événement où Velma était au premier plan, souriant à côté du maire. Je les ai tous collés dans un seul document intitulé Schéma. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai confronté personne. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email à un avocat spécialisé en droit immobilier que j'avais trouvé grâce à une recommandation d'un collègue. C'était court, direct. J'ai joint les fichiers, exposé la chronologie et cliqué sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. La décision semblait nette, comme retirer une écharde que l'on n'avait pas réalisé s'être infectée. En faisant défiler le PDF, je me suis arrêté sur la dernière ligne, tous les héritiers sont d'accord, vérifiez. Ils n'ont même pas fait semblant de vérifier. Ils ont juste supposé. Je n'étais pas seulement oublié, ai-je murmuré à l'écran silencieux. J'ai été supprimé. La lumière extérieure avait commencé à faiblir, glissant dans ce silence doux bleu-gris qui précède l'installation de la nuit. Les ombres des arbres dansaient sur le sol du salon, longues et incertaines. Je n'avais pas changé de vêtements de travail, je n'avais pas vraiment fait grand-chose. Mes chaussures étaient près de la porte, le repas au micro-ondes était à moitié mangé sur la table, et j'étais assise immobile sur le canapé, regardant la télévision en sourdine comme si elle me devait quelque chose. Je m'étais habitué au silence, mais ce soir-là, le silence semblait faux. Pas paisible, performatif. Comme si quelque chose attendait de se produire. Comme un roulement de tambour avant la chute. Puis un coup. Doux, mais ferme. Pas hésitant, non. C'était le genre de coup qui disait, j'entre, que ça te plaise ou non. J'ai ouvert la porte, me préparant déjà, et elle était là. Velma. Tenant un sac cadeau pastel, le genre que l'on prend à la dernière minute dans une pharmacie, le papier de soie gonflé comme de la crème fouettée. Son visage était tendu, chaque centimètre de son sourire forcé, comme s'il pouvait se briser si elle clignait des yeux trop forts. Je pensais qu'on pourrait parler, a-t-elle dit. Comme des adultes. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas offert de siège. Mais elle est entrée quand même. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ça a toujours été Velma, décidant quelles étaient les règles et qui devait les suivre. Elle s'est perchée au bord du canapé, comme s'il pouvait l'attacher. Je suis resté debout. Il n'y avait aucune version de cela où je me ferais plus petite juste pour la mettre à l'aise. Je sais à quoi ça ressemblait, commença-t-elle, lissant ses paumes sur son jean.
Mais nous pensions honnêtement que tu avais peut-être besoin d'espace après ce qui s'est passé au dîner. J'ai cligné des yeux, une seule fois. Ce qui s'est passé au dîner, dis-je lentement, c'est que tu n'es pas venu. Elle a fait comme si elle ne m'avait pas entendu, a juste continué. Je pense juste qu'il y a eu des malentendus, et, eh bien, tu n'es pas toujours la personne la plus facile à. À quoi, ai-je demandé, laissant les mots trancher l'air entre nous. Velma a expiré brusquement par le nez, abandonnant son rôle de gentille fille. Tu es tellement sensible. Tu prends toujours tout personnellement. Comme si le monde entier t'en voulait. Ah, voilà. Le vieux refrain. Le classique familial. Que j'étais le problème. Que j'étais trop, ou pas assez. Que je ne pouvais pas supporter une blague, ne pouvais pas laisser tomber, ne pouvais pas simplement être facile comme tout le monde. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Pas comme il le voulait. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, calme et clair, non. J'ai juste arrêté de mentir pour toi. Sa bouche a tressailli. Pas un sourire, pas tout à fait une moue. Juste cette reconnaissance inconfortable que quelqu'un vous a percé à jour. Elle a croisé les bras et s'est penchée en arrière, comme si elle s'installait dans sa déception. Je ne suis pas venu ici pour m'excuser, a-t-elle dit. Je ne voulais juste pas que les gens pensent que nous t'avions abandonné. Bien sûr que non. Ce n'était pas la culpabilité. C'était l'image. Elle a posé le sac cadeau sur la table, comme une sorte d'offrande. Son expression était raide d'effort. Je l'ai pris, je suis allé à la cuisine et je l'ai délicatement jeté à la poubelle. Pas avec colère. Avec finalité. Quand je me suis retourné, elle regardait toujours, figée. J'ai ouvert un tiroir près de l'évier et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé plus tôt cette semaine-là. J'avais attendu. Pas espéré. Préparé. Je lui ai tendu une seule page. C'était net, détaillé. Une ventilation financière. Chaque contribution que j'avais faite à la famille au cours des 5 dernières années. Date, montant. Loyer, courses, facture de services publics, caution d'urgence. Personne n'avait jamais remboursé. Velma y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. Son visage n'a pas bougé, mais ses doigts se sont resserrés autour du papier. C'est de ça, dis-je, que tu parlais dans mon dos. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas trouvé les mots. Je n'ai pas arrêté. La prochaine fois que quelqu'un demandera où j'étais, dis-leur la vérité. Dis-leur que j'ai arrêté de payer pour être ignoré. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si le masque était trop lourd à porter. Elle s'est levée lentement, a ajusté son manteau comme si c'était une armure, et s'est dirigée vers la porte. Juste avant de partir, elle s'est arrêtée, une main sur la poignée, et a marmonné par-dessus son épaule, « Tu regretteras ça une fois que tu seras seul. » Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, l'ai refermée doucement derrière elle et j'ai tourné le verrou. Puis j'ai appuyé mon front contre le bois, respirant le poids de tout cela. Pas de tristesse, pas de victoire. Juste un soulagement. J'ai déjà été seul, ai-je murmuré. Cette fois, c'est par choix. Et dans le silence qui a suivi, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre. Le vendredi soir s'est glissé sans cérémonie, le genre de silence qui vous fait réaliser à quel point votre vie a été bruyante. Dehors, l'air était devenu vif, sec, avec ce premier murmure d'hiver caché dessous. Je n'avais pas pris la peine de fermer la porte du balcon après que le soleil eut plongé derrière la ligne d'horizon. Laisser le froid s'infiltrer ressemblait à ma propre rébellion silencieuse. Ça piquait un peu, bien sûr, mais c'était honnête. Plus propre que l'inquiétude hypocrite et les excuses de façade que j'avais dû supporter pendant des semaines. J'étais assise en tailleur sur le bord du canapé, pieds nus, un plaid enroulé autour de mes épaules comme un bouclier. Un verre de vin était posé, intact, sur la table d'appoint à côté de moi, le bord attrapant un éclat de lumière de la lampe. Je ne buvais pas ce soir. Non par discipline, mais parce que je voulais tout ressentir, clair et brut. Mon esprit est revenu à la visite de Velma. Mais cette fois, je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas rejoué son ton, ni l'expression qu'elle portait, comme si elle auditionnait pour le rôle de martyr de l'année. Au lieu de cela, j'ai juste entendu les mots. Pas comme des menaces, pas comme des poignards. Juste comme un parasite qui avait finalement cessé de bourdonner. Tu regretteras ça une fois que tu seras seul. J'ai laissé ces mots s'installer dans la pièce comme de la poussière. Puis j'ai regardé autour de moi.
La solitude n'était pas nouvelle. La solitude n'était pas une punition. C'était là que j'avais toujours eu mes pensées les plus claires. Là où je m'étais recousu après la dernière fois qu'ils m'avaient déchiré avec leurs attentes, leurs sentiments de droit, leur faim implacable de prendre sans demander. Je me suis levé lentement, je suis allé à la porte du balcon et je l'ai fermée. Le loquet s'est enclenché avec un son qui semblait définitif. Comme une porte qui n'a plus besoin de s'ouvrir. Je me suis retourné pour retourner au canapé, et c'est là que mon téléphone s'est allumé. La discussion de groupe familial. Vivante et bien portante, apparemment. Ça faisait des semaines que je ne l'avais pas ouverte. Pourtant, les notifications rampaient sur mon écran de verrouillage comme un mauvais rêve revenant pour un autre round. Appel d'urgence ce soir à 20h précise. Pas de drame cette fois. Essayons de rester civilisés et productifs. Et puis, de Zineya, ne l'invite pas cette année, elle gâche l'ambiance. La discussion avait un nouveau nom maintenant, la famille d'abord, suivi d'un emoji cœur brisé et d'une main qui salue. Ils ne m'avaient pas retiré. Ça aurait demandé du courage. Au lieu de cela, ils ont juste continué à parler comme si j'avais déjà quitté la pièce. Comme si je n'y avais jamais appartenu. J'ai regardé le fil de discussion un instant. Mon pouce a survolé. Puis j'ai appuyé sur remettre en sourdine. Puis supprimer. Pas de rage, pas de rancune. Juste la paix. J'ai ouvert ma boîte de réception, espérant quelque chose pour détourner mon attention. Ailleurs. Moins toxique. Et c'était là. Un nouvel email de l'avocat spécialisé en droit immobilier que j'avais contacté plus tôt dans la semaine. Objet, ajustement final du titre confirmé. J'ai cliqué pour l'ouvrir, mon poulant est régulier. Le message était court, efficace. Toutes les suppressions de titres ont été traitées. Votre nom n'apparaît plus sur la propriété conjointe, avec effet immédiat. Pas de cérémonie, pas d'excuses. Juste la vérité froide et nette. J'ai expiré longuement et régulièrement. Mon corps n'a pas sauté de joie. Mon cœur ne s'est pas emballé. Ce n'était pas un triomphe. C'était une extraction. Une ablation chirurgicale d'une maladie que j'avais trop longtemps appelée famille. Je me suis mis au travail, tranquillement, coupant les derniers fils. Je me suis désabonné du service de livraison de courses que Velma avait connecté à mon compte, continuant d'envoyer des caisses de collation chères chez elle comme si c'était une sorte de taxe familiale que je devais. J'ai arrêté le paiement automatique des comptes de streaming partagés, du cloud photo, du mot de passe de connexion. Un par un, je me suis détaché de chaque ombre partagée qu'ils avaient laissée derrière eux. Puis j'ai rédigé un message. Ce n'était pas un adieu. C'était une libération. J'ai réglé ce que j'avais besoin. Aucune autre réponse n'est requise. Je l'ai envoyé dans le vide du fil de discussion mis en sourdine. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « La clôture est à moi maintenant ». À l'intérieur, j'ai fait glisser l'acte de propriété numérisé, les reçus, les captures d'écran, le fil de discussion où Zineya suggérait que je saute Noël pour le bien de tous, l'email où Velmagne est avoir emprunté mon fonds d'urgence puis se l'était viré par Venmo le même jour. Je n'avais pas l'intention de rouvrir ce dossier. Mais j'avais besoin qu'il existe. Une preuve. Pas pour eux. Pour moi. Parce que quand quelqu'un essaie de réécrire votre histoire, vous feriez mieux d'être prête à leur montrer l'original. Je suis passé devant le miroir du couloir en allant à la chambre. Quelque chose m'a arrêté. Je ne m'étais pas regardé, vraiment regardé, depuis des jours. J'ai reculé et j'ai regardé. Mon reflet m'a regardé en retour. Mêmes yeux, même visage. Mais une posture différente. Je ne ressemblais pas à quelqu'un essayant de reconquérir qui que ce soit. Je ne ressemblais pas à quelqu'un suppliant de rester. Je ressemblais à quelqu'un qui s'était enfin tenu immobile assez longtemps pour laisser passer la tempête et avait réalisé qu'elle était toujours debout. Tu m'as brisé une fois, ai-je murmuré au miroir. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. C'est moi qui m'en vais. J'ai éteint les lumières. La pièce est devenue sombre. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'en avais pas peur. Je me sentais libre. Le samedi matin est arrivé avec une sorte de silence, comme si le monde était entré sur la pointe des pieds, ne voulant pas me déranger. La lumière du soleil s'est glissée lentement sur le sol du salon, filtrant à travers les stores comme pour vérifier si elle avait encore sa place ici. Pour la première fois depuis des semaines,
je n'ai pas attrapé mon téléphone en premier. J'ai fait du café, 2 cuillerées du mélange corsé que j'avais caché aux invités. J'ai arrosé les plantes près de la fenêtre, leur parlant comme si elles étaient de vieilles amies. J'ai même sorti ce livre que je m'étais promis de finir, un recueil d'essais sur l'immobilité. J'y avais à peine touché. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru que je pourrais me glisser dans le rythme d'une vie qui n'appartenait qu'à moi. Une vie qui ne tournait pas autour de l'obligation, de la culpabilité ou d'une loyauté fabriquée. Une sorte de vie tranquille, auto-écrite. Puis mon téléphone s'est allumé. Un appel manqué. Puis 3. Puis 7. La discussion de groupe familial, comme toujours, avait subi un autre changement de nom. Elle s'appelait autrefois crise hypothécaire d'urgence. Puis elle est devenue l'unité avant le sang. Et maintenant, elle se lisait, unité familiale SOS. Je n'avais même pas besoin d'ouvrir le fil de discussion pour savoir ce que cela signifiait. Ils étaient en train de paniquer. Une série de messages a suivi. Parlons ce soir. Pas de jugement. Juste des solutions. Il est temps de se rassembler. Nous pouvons arranger ça. Nous devons nous regrouper. Et finalement, celui qui a figé mes doigts au milieu du défilement. Zineya, soyons réalistes. Ne l'invite pas cette année. Elle gâche l'ambiance. J'ai regardé l'écran. Sa photo de profil n'avait pas changé. C'était toujours cette photo de groupe de Thanksgiving trop filtrée, prise dans la maison que j'avais partiellement payée. Celle où j'étais coupé, juste au bord de la cheminée, souriante, les bras pleins de tartes. Oublié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fini de lire le fil de discussion. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fait des captures d'écran de chaque message et je les ai déplacés dans un dossier que j'avais créé sur les conseils de mon avocat, journal de diffamation, entrée 1. Il grossissait plus vite que prévu. Au lieu de paniquer, j'ai attrapé autre chose. Un livre usé de l'étagère du bas, un que mon père m'avait donné il y a des années. Il ne parlait pas d'argent, de loi ou d'ambition. Il parlait d'immobilité. Quelque chose dont je n'avais pas su que j'avais envie jusqu'à récemment. À mi-chemin du livre, une page cornée par l'usage dépassait. Un bout de papier plié y avait été glissé. Mince, froissé, avec l'écriture inimitable de mon père. Il était écrit, « Tu es celle qui donne sans demander. Ne les laisse pas te prendre ça. Donner n'est pas une faiblesse, ma petite. C'est une force. Mais la force doit être honorée, sinon elle se transforme en fardeau. Et le fardeau brise. » Je suis resté assise là, tenant la lettre, laissant sa vérité fissurer quelque chose de serré en moi. Ce n'était pas la tristesse qui me piquait les yeux. C'était la reconnaissance. La douleur d'être enfin vu, même en silence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le mur de photos. Tant de moments figés dans le temps. Mais pas les miens. La fête de fiançailles de Zineya, où j'avais payé le traiteur et nettoyé seul à minuit. Disparu. Curtis tenant son nouveau-né. J'avais payé la compte de l'hôpital lorsque l'assurance n'avait pas couvert le reste. Disparu. Le voyage en famille à Sedona, celui dont Velma s'était attribué le mérite. J'avais les reçus. Disparu. J'ai décroché chaque photo, une par une. Elles ont cliqueté les unes contre les autres alors que je les jetais dans un sac poubelle. Toutes, sauf une. La photo de papa et moi. Juste nous, riant sur le porche, la lumière d'été dans nos cheveux. Je l'ai glissée derrière la porte de mon placard de chambre, la scotchant à l'intérieur pour qu'elle ne tombe pas. C'était le seul souvenir que je voulais garder. De retour dans le salon, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Zineya avait posté quelque chose de nouveau sur son fil d'actualité. Une photo d'un dîner de famille faiblement éclairé, recadré de manière serrée autour de la table. Légende, même quand quelqu'un disparaît, la famille reste soudée. Les commentaires ont déferlé comme sur des roulettes. J'espère que tu vas bien. Tu as toujours été la plus forte. Elle traverse probablement quelque chose. Prie juste pour elle. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait des captures d'écran. Je les ai jointes à un email intitulé Journal de diffamation SU1 et je l'ai envoyé à mon avocat avec une seule ligne, pour le dossier. Puis j'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table. Le silence ne me faisait plus peur. Il voulait un effondrement silencieux, dis-je à voix haute, la voix ferme. Ferme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années.
ce qu'ils obtiennent, c'est une détonation contrôlée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Non seulement libre d'eux, mais libre de définir ce qui allait suivre. Plus besoin d'ajuster la nappe. Plus besoin de me recadrer hors du cadre. Plus besoin de prétendre que se taire signifiait être gentille. Je ne disparaissais pas. Je me réappropriais. Une photo, un dossier, une vérité à la fois. Je suis sorti du parking juste avant le coucher du soleil. Le petit gâteau au chocolat acheté en magasin, toujours dans son récipient en plastique, était posé sur le siège passager à côté d'un exemplaire usé de tous les jolis chevaux. C'était le préféré de papa. Je l'avais trouvé la nuit dernière dans une boîte marquée un manteau d'hiver, et pour une raison quelconque, ça me semblait juste de l'apporter avec moi. Le trajet de Denver à Boulder n'était pas long, un peu moins d'une heure, mais assez long pour me donner l'impression de franchir une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. L'air portait cette fraîcheur sèche qui arrive quand l'été commence à perdre son emprise. La lumière dorée filtrait à travers les peupliers, et j'ai remarqué la façon dont leurs branches bougeaient, comme si elles expiraient, comme si elles aussi avaient retenu leur souffle. Je suis passé devant le restaurant où j'avais attendu seul la semaine précédente, ce terrible mardi. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil au voiturier. Ça ne signifiait plus rien. Certains endroits perdent leur sens quand les gens qui s'y trouvent cessent de signifier quoi que ce soit. La maison de retraite d'Edith était calme, paisible même. La femme à la réception m'a fait un bref signe de tête en m'ouvrant. Elle n'a pas demandé qui j'étais ni pourquoi je portais un gâteau au chocolat de travers avec une seule bougie collée sur le couvercle. Peut-être qu'elle savait. Ou peut-être qu'elle avait cessé d'essayer de donner un sens aux histoires qui franchissaient ses portes. Certaines visites n'ont pas besoin d'explication. Elles sont écrites sur votre visage, dans vos mains, dans la façon silencieuse dont vous vous déplacez. J'ai trouvé Edith assise près de la grande fenêtre avant dans la salle commune. La lumière faisait tout briller un peu. Elle feuilletait un de ces magazines surdimensionnés destinés aux yeux vieillissants, plus d'images que de textes, le genre qui remplit l'espace mais pas nécessairement les esprits. Elle a levé les yeux lentement, plissant les yeux d'abord, puis souriant de cette manière douce et ridée qui lui était propre. « Eh bien, dit-elle en pliant le magazine sur ses genoux, regardez-moi ça. »« Joyeux anniversaire en retard à moi, dis-je en brandissant le gâteau comme un trophée. » Elle gloussa. « Tu es la seule personne que je connaisse qui apporte son propre gâteau à sa propre fête. » Avec une seule bougie, ajoutai-je, et pas de liste d'invités. « Je dirais qu'un invité suffit, dit-elle. » J'ai posé le gâteau sur la petite table basse entre nous. J'ai utilisé le minuscule briquet que je gardais dans mon sac à main, principalement pour l'encens d'urgence ou les lacets effilochés. Apparemment, maintenant aussi pour le symbolisme d'anniversaire. J'ai allumé la bougie. La flamme vacillait faiblement sous le soleil tardif. Nous n'avons pas chanté. Nous n'avons pas fait de vœux à voix haute. Nous nous sommes juste assis et avons partagé une part tordue de gâteau trop sucré et siroté un café qui avait reposé trop longtemps sur le réchaud. C'était fade, mais ça ne me dérangeait pas. Je ne pense pas qu'elle non plus. À ce moment-là, je me sentais plus vu que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai jamais eu de fille, dit Edith après un moment, se penchant en arrière. Mais si j'en avais eu une, je pense que j'en aurais voulu une comme toi. Têtue, pas douce. Le genre de fille qui n'attend pas que quelqu'un lui offre une chaise, qui entraîne une et s'assoit. Je la regardais, tenant ces mots comme une photographie que je voulais presser dans un livre et garder pour toujours. Si j'avais eu une mère comme vous, dis-je doucement, peut-être que je n'aurais pas passé autant d'années à apprendre à exister dans des pièces où personne ne me gardait une place. Nous n'avons pas pleuré. Aucune de nous n'a même cligné des yeux forts. Certaines peines ne se déversent pas. Elles s'installent simplement. Le temps que je parte, le ciel avait pris cette teinte lavande pâle que l'on n'obtient qu'au Colorado entre la fin de l'été et le début de l'automne. La route du retour semblait différente, plus légère. Mon téléphone a vibré 2 fois dans le porte-gobelet. Je ne l'ai pas vérifié avant de me garer devant mon immeuble. L'écran s'est allumé. Message vocal de Velma. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est parvenue, rauque et tremblante. Tu as fait passer ton message, dit-elle. Cette famille se brise à cause de toi. Je n'ai pas fini d'écouter. J'ai supprimé le message en cours de phrase, avant qu'elle ne puisse énumérer toutes les autres choses que j'avais apparemment détruites. La culpabilité n'était plus la mienne. Et je n'allais pas l'emprunter à nouveau. Dans la boîte aux lettres en bas, une enveloppe ordinaire attendait.
papier à en-tête légale. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. C'était fait. Signé et notarié. Définitif et contraignant. Mon nom n'apparaissait plus sur aucun titre de propriété partagée. Plus de compte conjoint. Plus d'obligations héritées. Chaque dernier fil avait été coupé. Net. Officiel. Irréversible. À l'intérieur de mon appartement, j'ai allumé la lampe près de la bibliothèque et j'ai allumé la même bougie que j'avais utilisée avec Edith. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que j'avais juste besoin de marquer le moment avec de la lumière. Puis je me suis assise et j'ai sorti une carte de correspondance vierge. Joyeux anniversaire, Elan. Tu valais la peine de venir. Je l'ai placée à côté de la seule photo encadrée que je gardais encore, moi et papa, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles dans un lac du nord de l'État, tenant des cannes à pêche et souriant à quelque chose dont je ne me souviens plus. Mais nous avions l'air heureux. J'étais pieds nus, il portait cette vieille casquette de baseball qu'il ne laissait personne toucher. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nouveau dossier. Nouveau fichier. Titre, ce que je me dois. Chapitre 1. Je n'ai pas écrit de manifeste. Je n'ai pas rédigé de discours. J'ai juste tapé, lentement, soigneusement. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais parce que je le pouvais enfin. Parce que mon histoire ne leur appartenait plus. Et alors que les mots remplissaient la page, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Dimanche est arrivé avant même que le soleil ne se lève. Je n'avais pas besoin d'un réveil pour me réveiller. Mes yeux se sont ouverts sur le silence. Pas de bourdonnement de mon téléphone, pas de texto urgent, personne ne tirant sur le bord de ma paix. L'immobilité n'était pas seulement silencieuse. Elle était gagnée. Et cette fois, ça ne ressemblait pas à de la solitude. Ça ressemblait à de l'espace. Le mien. J'ai marché pieds nus sur le parquet frais, en direction de la cuisine. Mes pas semblaient différents. Moins précipités, plus ancrés. J'ai préparé une tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir, écoutant le faible bourdonnement de la machine et le chant occasionnel d'un oiseau à l'extérieur. Toujours pas d'alerte, pas de rappel de calendrier. Juste moi, mon souffle et le doux début d'une journée que je n'avais pas à survivre. Je pouvais simplement vivre. Café à la main, je suis allé sur la terrasse et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert complètement la porte coulissante. L'air du matin est entré doucement. Pas vif, pas intrusif. Juste honnête. Comme s'il ne me demandait rien. Et je n'ai pas tressailli. J'ai bu une longue gorgée de café, puis je suis resté là, regardant le ciel changer de couleur. Je n'attendais rien ni personne. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de me préparer au combat. Je ne répétais pas une défense ni ne rédigeais une réponse prudente. Je n'essayais pas de gagner un espace qui m'appartenait déjà. Mon téléphone a vibré depuis l'autre pièce. Je ne me suis pas précipité. J'ai fini mon café, rincé la tasse et séché mes mains avant de vérifier. Message vocal de Curtis. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur lecture. Pas de salutation, pas d'émotion. Juste sa voix, vive et familière. Maman panique. L'hypothèque est de nouveau en retard. La banque appelle. Tu savais que ça arriverait quand tu t'es retiré. Juste comme ça. Pas de responsabilité, pas de réflexion. Juste le blâme, jeté comme une patate chaude dans ma direction. Je n'ai pas senti la chaleur monter dans ma poitrine. Je n'ai pas senti la piqûre que j'avais l'habitude de ressentir. J'ai juste transféré le message à mon avocat avec un simple objet, ne pas engager. Quelques minutes plus tard, un autre ping. La discussion de groupe familial que je n'avais pas touchée depuis plus d'une semaine s'est allumée. Velma, nous ne t'avons pas élevée pour que tu sois froide. Zineya, comme sur des roulettes, a ajouté, tu es toujours de la famille. Mais la famille n'abandonne pas. J'ai juste regardé l'écran un instant. Il ne m'avait pas élevée pour que je sois froide. Il m'avait élevée pour que je sois silencieuse. Pour absorber. Pour plier. Pour continuer à venir même quand la porte m'était fermée au nez. Ce n'était pas de l'abandon. C'était de la préservation. Pour la première fois de ma vie, je ne coupais pas les ponts par colère. Je choisissais la paix plutôt que la performance.
J'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé à la chambre. La porte de mon placard était déjà à moitié ouverte, et je l'ai ouverte complètement. À l'intérieur, toujours collée au bois, se trouvait une photo de papa et moi. Légèrement froissée par le temps, les coins un peu cornés. Il riait dessus, sa main sur mon épaule, ferme et fière. Pendant longtemps, j'ai pensé que cette photo était la preuve que j'avais été aimé une fois. Mais maintenant, elle me rappelait qui j'étais quand personne ne regardait. J'ai attrapé un post-it et j'ai écrit « Vous ne m'avez pas élevé pour que je me brise. Vous m'avez appris à tenir. » Je l'ai pressé à côté de la photo et j'ai lissé les bords. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le document que j'avais commencé après ma conversation avec Edith. Le titre se lisait toujours « Ce que je me dois ». Chapitre 1. J'ai regardé le curseur clignotant pendant un moment, laissant le silence parler en premier. Puis j'ai commencé à taper. Leçon 1, tu as le droit de quitter la table quand l'amour n'est plus servi. Je l'ai relu. Puis j'ai souri. J'ai appuyé sur enregistrer et je me suis penché en arrière. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des vols. Non pas parce que je voulais disparaître. Mais parce que je voulais arriver quelque part de nouveau. Quelque part où je ne portais pas de vieille définition de qui je devais être. Il n'y aurait pas de sortie spectaculaire, pas d'adieu sur les réseaux sociaux, pas d'annonce, pas de dernier plaidoyer pour la compréhension. Juste une décision silencieuse. Un siège réservé. Un lendemain qui n'appartenait qu'à moi. Et ça, juste là, c'était la liberté que j'avais poursuivie depuis si longtemps. Pas une maison, pas l'approbation, pas l'illusion de la réconciliation. Mais ça. Le doux clic d'une porte s'ouvrant le matin. Le goût du café sans anxiété. La capacité de lire un message cruel et de choisir de ne pas répondre. Le courage de dire « ce n'est plus là que je reste ». Je ne me sentais pas seul. Je me sentais entière. Et je savais que, où que j'aille ensuite, je n'emporterais pas leur silence avec moi. Seulement ma voix. Et c'était suffisant. Parfois, s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. J'ai passé des années à essayer de gagner une place à une table qui n'était jamais censée m'accueillir. Et quand je me suis enfin levé, j'ai réalisé que j'avais la force de construire la mienne. Si vous écoutez et que vous vous êtes déjà senti comme le personnage secondaire de votre propre vie, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas définie par qui vous applaudit, mais par la façon dont vous choisissez de vous applaudir vous-même. Maintenant, je suis curieuse, avez-vous déjà dû laisser partir des personnes que vous appeliez autrefois famille, juste pour enfin trouver la paix? Partagez votre histoire dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez et si cette vidéo a résonné en vous, laissez un 1 dans le chat ou dites-moi pourquoi elle ne l'a pas fait. J'accueille chaque voix ici. Si vous croyez à la guérison, à la force et aux histoires qui parlent au cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a plus de vérité là où celle-ci vient.